Bien, mes chers amis, très heureux d'être là ce soir et d'animer cette conférence. C'est un sujet qui peut être, que j'ai essayé de synthétiser en quelques minutes, en une bonne heure, et puis vous aurez l'occasion en sortant de prendre quelques documents que je vous ai préparés, de façon à avoir avec vous la synthèse de ce que je vais vous dire. Le conseil général, le conseil départemental, en fait, que je connais puisque j'y ai été élu, mais on en parlera tout à l'heure parce que je pense je vais insister aussi sur le rôle du conseiller départemental et le rôle de l'élu qui est très différent de celui d'un élu régional, et j'insisterai tout à l'heure, ou peut-être je répondrai aux questions. Le conseil départemental, puisqu'on va l'appeler maintenant comme ça, en fait ce terme, ce n'est qu'un retour aux sources, et avant de démarrer sur la défense de l'institution, il faut dire pourquoi nous souhaitons défendre l'institution, pour quelles raisons le conseil général ou le conseil départemental est une institution moderne, est une institution dans laquelle que nous vivons tous les jours, peut-être sans nous en rendre compte. Le conseil départemental, c'est le terme... C'est bon ? Bon, ouais. En fait, on va repartir un petit peu, je vais vous faire juste un point d'histoire un peu rapide, on ne va pas remonter dans le détail. À 2 jours près, aujourd'hui, nous sommes le 12, le département est né, l'institution, l'idée du département est née de la Révolution par un décret du 14 décembre 1789. Donc dans 2 jours, ça sera l'anniversaire de la naissance du département. C'était un hasard, hein, tout simplement, c'était pas voulu. Département, le verbe départir, c'est un vieux verbe de langue française qui veut dire partager. Donc la constituante de l'époque a souhaité réorganiser toute l'administration. Le conseil départemental est donc né, et il est né en même temps que d'ailleurs plusieurs conseils, puisqu'en fait, la Révolution a créé des conseils départementaux, des conseils généraux de communes, des conseils généraux de départements et des conseils généraux de province. Et en fait, le terme est resté, avec le temps, le terme est resté tel quel, et le conseil départemental, qui s'est toujours appelé comme ça en théorie, c'est avec l'histoire et avec l'habitude, c'est appelé conseil général. D'ailleurs, j'ai repris un vieux bouquin que j'avais chapardé à l'époque à la bibliothèque départementale lorsque j'étais conseiller général des Bouches-du-Rhône. Et déjà à l'époque, vous voyez, c'était en 89, ça a été fait par des élus et par des fonctionnaires territoriaux. On appelait ça le conseil départemental, et on va voir un petit peu l'évolution et pour quelles raisons cette institution est à défendre. Alors cette institution est à défendre, je vais y revenir sur l'histoire, mais parce qu'il fallait quand même poser les choses. Pour quelles raisons elle est à défendre? Eh bien tout simplement parce que c'est la position déjà du Front National, elle a été débattue, cette position vis-à-vis de la réforme territoriale, et aujourd'hui, Marine Le Pen, le Front National, l'ensemble de nos instances, nous défendons un triptyque qui est celui de la commune, du département et de la nation, opposé au triptyque des mondialistes qui est celui de l'intercommunalité ou des métropoles, on sait de quoi on parle ici, de la région, des immenses régions, et bien sûr de l'Europe. 2 triptyques qui s'opposent et qui sont 2 visions du monde et 2 visions de la politique tout à fait différentes. Je le disais, il est issu de la Révolution, ce Conseil général, et aujourd'hui, eh bien, on veut nous faire avaler une réforme territoriale par ces grandes régions, et peut-être les disparitions des départements, en tout cas des départements urbains, parce que eh bien, le législateur d'aujourd'hui, les gouvernants d'aujourd'hui sont au garde à vous devant les oukases de l'Europe, et en fait on veut recréer dans un système qui n'est pas fédéral, puisque la France n'est pas un système fédéral, les systèmes des Länder, le système des Länder allemands, tout simplement, qui eux sont tout à fait différents, puisqu'il y a des gouvernements de Länder, il y a des budgets de Länder, ils sont autonomes, c'est une république fédérale qui n'a rien à voir avec l'organisation administrative que nous connaissons. Alors, les conseils généraux, les conseils départementaux ont une histoire qui est très très longue
qui est, donc je le rappelle, issu de la Révolution, et donc créé en 1790, sous l'Ancien Régime. Le roi était encore là, je le rappelle, hein, il a été assassiné, on va pas dire le terme quand même, je vous rappelle qu'il a été assassiné quelques temps après, mais il était encore présent, et c'était sous son autorité que les départements, cette organisation aussi bien géographique qu'institutionnelle, ont été créés. D'ailleurs, il est important de dire de quoi on parle, parce qu'on dit le département est une institution à soutenir, une institution à défendre, oui. Mais lorsqu'on parle du département, on parle aussi de la structure géographique. Je vous rappelle que c'était un découpage, donc un partage, qui était, dont le chef-lieu devait être distant d'une journée à cheval pour pouvoir s'y rendre au maximum. Donc on parle en même temps de la géographie et en même temps de l'institution. Alors chaque département à cette époque était chargé d'être administré, mais c'était contrôlé par le pouvoir central, ce qui a été le cas pendant très longtemps jusqu'aux lois de décentralisation. La réalité, c'est que c'est en 1800 que Napoléon nomme les préfets. Hein, rappelez-vous que les préfets répondaient sur leur vie, sur les incendies qu'il y avait dans le sud de la France, donc les choses étaient assez claires à l'époque. Et le Conseil général traitait effectivement des affaires départementales, c'est toujours le cas aujourd'hui. Le département donc, devient au fur et à mesure une collectivité locale, et c'est une loi de 1871, du 10 août 1871, qui crée le département en collectivité locale. Et entre 1800 et 1871, bien entendu, il y avait des représentants, et je vous rappelle qu'au départ, ces représentants étaient nommés par le pouvoir central, par ceux qui ont commencé à rentrer dans l'évolution, la création de la Première République, qui n'a pas duré longtemps par ailleurs. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu des élus au suffrage censitaire. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, si vous vous rappelez ce que c'est, le suffrage censitaire, c'était uniquement les gros contribuables, en fait, les personnes les plus riches qui pouvaient et voter et siéger. Et puis, au fur et à mesure, jusqu'en 1871, eh bien, il y a eu la création, effectivement, de cette collectivité locale dont les représentants ont été élus à partir du fondement de la Troisième République au suffrage universel. Après, nous avons connu toute la période des conseils généraux qui étaient, on va dire, sous tutelle de l'État, en fait, hein, puisque c'était les préfets. Je vous rappelle que, si vous vous rappelez vos cours d'instruction civique, les préfets siégeaient et les préfets avaient voix prépondérante. Donc, c'est-à-dire que, en cas d'égalité de voix, les préfets décidaient in fine de telle ou telle délibération. Et puis, les lois qui ont suivi l'élection de François Mitterrand, les lois de fer, qui ont créé cette décentralisation, 82, 83, l'ensemble des décrets d'application qui se sont mis en œuvre avec les transferts de compétences, les transferts d'enveloppes de l'État au département. Et puis la deuxième vague de décentralisation sous le gouvernement Raffarin, 2003-2004, avec d'autres compétences, y compris les départements. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Et une évolution avec aussi en 2005 et en 2007. Donc on voit cette évolution énorme, et les conseils généraux sont des institutions, je le dis, que nous vivons tous les jours, au quotidien, parce que, en fait, on consomme du conseil général sans s'en rendre compte, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Alors, il est difficile de parler de la défense de cette institution sans parler de ses compétences. Alors, ne notez pas, hein, vous avez les documents, je vais vous les remettre en partant. Alors, sans rentrer dans le détail, ces conseils généraux, je pense qu'on leur a, pour parler clairement et de façon un peu triviale, on leur a vraiment chargé la mule, croyez-moi. D'abord, ça a été compliqué. Moi qui ai été élu dès 89, donc très peu de temps en fait en réalité après les lois de décentralisation, on leur a vraiment chargé la mule. D'abord, ça a été compliqué par les transferts comment dirais-je,
Les gens sont passés d'un statut de l'État, de fonctionnaire d'État, à un statut de fonctionnaires territoriaux, qui ont été améliorés au fur et à mesure, puisque les statuts de fonctionnaires territoriaux qui n'étaient pas évidents. Je vous rappelle que, en même temps, parenthèse, en même temps que les lois de décentralisation ont donné un certain nombre de compétences aux conseils généraux, et puis surtout la capacité de voter les budgets sans avoir à en référer au préfet, comme dans les communes. En fait, les communes, les départements étaient sous tutelle en réalité avant 82, en réalité étaient toutes sous tutelle. Aujourd'hui, il y a le contrôle, ce qu'on appelle le contrôle de légalité a posteriori, qui fait que les communes, les départements et les régions qui n'étaient pas des institutions locales, qui n'étaient pas des collectivités locales jusqu'en 86, et donc ça correspond en même temps à la période où le conseil régional est passé de statut, c'est un peu technique, mais il faut quand même le savoir pour comprendre pourquoi on veut défendre cette institution. Le conseil régional est passé de statut d'établissement public à caractère administratif, un peu comme les chambres consulaires, que je connais bien, puisque j'y travaille, au statut de collectivité locale. Et je vous dirai les raisons pour lesquelles je pense, ayant siégé dans les deux institutions, les deux mandats sont vraiment des mandats complètement différents. Donc cette époque, ça a été aussi un tour de passe-passe extraordinaire, hein. Rappelons-nous, parce qu'il y a eu des augmentations importantes d'impôts locaux. Je vous rappelle que quand on paye son impôt local, la taxe d'habitation, la taxe foncière, on a la colonne de la commune, la colonne du département, la colonne de la région, la colonne de l'intercom, la TOM, enfin au niveau des ordures ménagères, etc. Et par un tour de passe-passe extraordinaire, le gouvernement Mitterrand, enfin de l'époque, Mauroy et Fabius, sont arrivés à doubler les impôts sans le dire en fait. Parce qu'il n'y a rien qui a été réduit au niveau de la pression fiscale nationale. Je ne sais pas si vous, à l'époque, vous remplissiez déjà des déclarations d'impôts, mais il n'y a rien qui a été réduit particulièrement, alors que des compétences ont été transférées, et on va voir lesquelles en l'occurrence. Donc je pense vraiment qu'on leur a vraiment chargé la mule, excusez-moi du terme, au département, et puis après un peu aux régions, et après on va voir pour quelles raisons on nous dit qu'il faut réduire le millefeuille, mais il y a des raisons objectives dont on va parler, et c'est pour ça qu'il faut défendre cette institution. Alors, aujourd'hui, je vous le dis, on consomme du Conseil général sans s'en rendre compte, parce que d'abord on roule sur des routes départementales, on utilise de l'aide sociale ou sanitaire, on utilise des transports interurbains ou des transports scolaires, on va dans des associations qui sont subventionnées, on a tout un tas d'éléments dans lesquels le Conseil général intervient aujourd'hui de façon importante. Alors, je vais pas faire une litanie, mais je vais quand même vous en donner quelques éléments parce que c'est important de le savoir, hein. Alors, il y a l'aide sociale. L'aide sociale, c'est la moitié du budget. Je rappelle que c'est un budget aujourd'hui qui est de 2 milliards 500 millions d'euros. Il y a plus de 2 millions d'habitants dans les Bouches-du-Rhône, c'est un très grand département, hein. C'est un budget très très important, et grosso modo, pas loin de la moitié de ce budget comment dirais-je, est dédié à l'aide sociale et sanitaire, pas uniquement l'aide sociale, l'aspect sanitaire est important. Donc protection de l'enfance, aide sociale à l'enfance, intervention auprès des personnes en difficulté, le RSA depuis peu en fait, hein, depuis la gestion, depuis 2005, depuis les conseils généraux, donc les futurs conseils départementaux ont le RSA sur leur responsabilité directe, hein. Donc ce sont vos impôts locaux qui payent le RSA, hein, bon, avec la CAF, etc., mais en grande partie. L'aide auprès des personnes handicapées, il y a plusieurs maisons, les maisons départementales de handicap. La prévention sanitaire, par exemple, il y a des tas de médecins, d'infirmiers qui vont, non pas que dans les collèges d'ailleurs, hein, dans les écoles communales, pour faire de la prévention, pour faire aussi de la recherche de problèmes particuliers, etc. Il existe un laboratoire médical départemental, en l'occurrence, dans les Bouches-du-Rhône. L'éducation, évidemment, puisque les conseils généraux ont la responsabilité des collèges,
Et puis depuis 2007, ils ont la responsabilité des personnels techniques qui travaillent dans ces collèges, hein, ça a été la vague de décentralisation. Les routes, alors les routes, ils les avaient déjà, toutes ces routes, mais on leur a rajouté dans les Bouches-du-Rhône, plus de 358 km de routes nationales. Alors ça s'appelle des routes nationales, à vocation départementale. Beaucoup. Donc ça veut dire que c'est nous qui payons, voilà, et que l'État s'est déchargé de cette responsabilité. Et puis, il y a l'ensemble des transports, hein, le réseau, le CAR 13, que tout le monde connaît, l'activité touristique, le développement auprès des communes. Alors ça, c'est très important. Les conseils généraux signent des contrats de développement pour des opérations structurantes, hein, pas pour du fonctionnement, hein, pour de l'investissement, pour des grosses opérations structurantes. On peut bénéficier jusqu'à hauteur de 80% du coût. Hein, c'est le maximum possible. Hein, ça ne peut pas aller au-delà. Et c'est une forme de répartition, de mutualisation, où on va prendre un peu au plus grand pour redonner au plus petit. Enfin, c'est l'objet de la gestion de département, de façon à établir un certain équilibre de développement en fonction des territoires, en fonction des vocations de territoire aussi, puisqu'il y a des territoires qui sont plus à vocation, on pense au pays de Château-Renard, mais même chez moi, au pays salonnais, etc., avec des vocations plus touristiques, plus agricoles et autres, puis d'autres des vocations plus industrielles, d'autres formes de tourisme, etc. Les conseils généraux ont pris en charge toute l'intervention au niveau des sapeurs-pompiers. Donc, le développement local, on en a parlé, et puis les aspects sur le développement économique, certaines parties de développement économique, les régions s'en occupent aussi, c'est leur rôle principal d'ailleurs aux régions, en fait, l'une de leurs attributions de l'État en l'occurrence. Et puis d'autres éléments peut-être moins connus, en sortant de Marseille, on passe devant, hein, il y a les archives départementales, la bibliothèque départementale, le patrimoine architectural, un certain nombre de musées, un certain nombre de ports, enfin, tout cela vous le verrez dans les documents que je vais vous remettre. Donc c'est très important, je crois que lorsque le législateur d'aujourd'hui, ou en tout cas les gouvernements nous disent oui, oh, il y en a marre, il faut virer les départements, il y a les communes, l'intercom, maintenant les métropoles, le département, la région, l'État, Bruxelles, etc. Oui, mais tout ça c'est faux, ça. Tout ça c'est un faux problème. C'est un faux problème parce que je ne crois pas qu'en réduisant ces institutions, et particulièrement les conseils départementaux qui rentrent, vous le voyez, vous le sentez dans notre vie quotidienne, hein, en réalité, et en transférant tout cela à des monstres de régions. Alors la nôtre, elle ne va pas bouger en termes territorial, mais par contre, il y a d'autres régions qui vont avoir, qui vont plus rien avoir en termes de cohésion de bassin d'emploi, etc. Eh bien, je ne pense pas que... Et non seulement en cela, mais au vu des modes de scrutin des régions, on améliore les services publics, les services aux citoyens. Au contraire, moi je pense qu'on va désertifier des pans entiers et on ne va pas faire d'économie. On ne fera pas d'économie. Parce que de toutes les manières, les palais, entre guillemets, départementaux, ben, il faudra bien en faire quelque chose. Les palais régionaux, qui étaient ceux des capitales régionales d'un côté comme de l'autre, il faudra bien en faire quelque chose. Et puis les fonctionnaires territoriaux, ben, il y a des statuts dans la fonction publique territoriale. Une fois que certains auront, comment dirais-je, stoppé des contrats de CDD, etc., tout le reste, tout ce qui est sous statut, tous les fonctionnaires territoriaux qui sont sous statut, ben, ils sont là. Ils sont là jusqu'à la retraite, hein. C'est clair, net et précis. Donc je ne pense pas qu'on fasse vraiment d'économie, au contraire, et on va brouiller un petit peu, on va brouiller vraiment l'approche institutionnelle d'une institution qui est profondément ancrée dans notre mémoire et dans notre reptilien, j'allais presque dire, hein, les conseils généraux. En plus, ils sont issus, c'est très marqué, la Révolution française, l'approche
avec tous les soubresauts. Il a fallu quand même pas mal, quelques dizaines et quelques paquets de dizaines d'années pour en arriver à une espèce de... Enfin, si tant est qu'on fût encore en démocratie aujourd'hui, ça je ne sais pas, ça c'est un autre débat. Enfin, en tout cas, ça y ressemble un petit peu. Donc, je ne crois pas qu'on fasse vraiment d'économie dans ce sens-là. Alors, il y a un sondage qui disait que au mois de mai 2014, 55% des Français étaient favorables à la suppression des conseils généraux. Mais comment leur a-t-on posé la question et quelles questions leur a-t-on posé? Moi, je pense que les questions ont été biaisées, ou en tout cas dès le départ, je n'ai pas vu les questions du sondage, mais pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette institution qu'on consomme, excusez-moi ce terme, hein, mais qu'on utilise en tant qu'usager, on va dire, tous les jours, eh bien elle est mal connue. Elle est mal connue de nos compatriotes, déjà, premièrement. Alors que l'institution intervient tous les jours, et ne serait-ce que voilà, par le transport scolaire de nos enfants, etc. Après, les conseillers généraux, les futurs conseillers départementaux, avec le nouveau mode de scrutin, hein, binominal à 2 tours, mais ça ne va pas changer grand-chose. Hein. Les cantons sont plus grands, il y a 2 personnes, il y a 2 élus par canton, un homme, une femme, mais la destination et la démarche restent la même. Les conseillers généraux ou départementaux dans le futur sont des élus vraiment de proximité. Je vous en parlerai, je vous parlerai de mon expérience tout à l'heure. Et puis, l'État veut nous faire avaler la réforme en voulant ringardiser les conseils généraux, les conseils départementaux, en disant « Ouais, vous comprenez, c'est une institution, elle est vieille. » L'institution, elle est vieille. La nation française aussi, elle a plus de 1500 ans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils veulent aussi l'éradiquer, en l'occurrence. Trop lourd, trop vieux, obsolète. Ce que j'ai écrit sur le petit mot que je vous ai... J'ai repris cette phrase, lorsqu'on veut tuer son chien, on dit d'où on lui trouve la rage. Ben, c'est pareil, il faut dire, on va y trouver tous les défauts, c'est trop lourd, trop de procédures, etc. Le problème ne vient pas de là et on va en parler. Le problème ne vient pas de là, on va en parler. Les gouvernements UMPS ont des fascinations, on l'a dit en propos liminaire, pour le modèle allemand, le modèle des Länder, et considèrent les conseils généraux comme has-been à l'heure où tout l'européisme et la mondialisation apatride. Voilà. Alors on fait des grandes régions, on enlève les départements, c'est-à-dire que les départements ruraux, je vous assurais que vous, comme moi, vous connaissez nos départements de la région PACA. Quand on va dans les Alpes d'Haute-Provence ou dans les Hautes-Alpes, je peux vous assurer que, à part le maire et le conseiller général, il n'y a pas grand monde. On va dire. Donc c'est vraiment un relais important, hein, ne serait-ce que pour pousser à maintenir des services publics de proximité, amener d'autres services publics, ou en tout cas trouver le moyen qu'il existe encore une trésorerie, une poste, etc., ou en tout cas des moyens peut-être mutualisés dans des lieux, je pense, voilà, du côté de Seine-les-Alpes, du côté de ces zones-là. Tout ça nous amène à cette... Voilà, on est face au dogmatisme, à une nouvelle religion païenne. Moi, je considère, je ne suis pas les seuls, que les conseils généraux sont des institutions modernes. Ce sont des institutions modernes parce qu'ils ont su se moderniser en termes de moyens. Vous vous rendez compte, l'immensité, sans parler de l'ensemble de la nation, mais l'immensité des Bouches-du-Rhône, plus de 2 millions d'habitants. Vous avez des parties qui sont décentralisées. Ce qui est décentralisé dans les conseils généraux, c'est ce qu'on appelle les MDS, les maisons de la solidarité, c'est-à-dire qui représentent, on l'a dit, l'intervention de 50% du budget, que ce soit au niveau social ou au niveau sanitaire. J'y tiens particulièrement parce qu'on l'oublie. Vous savez que vous pouvez vous faire suivre par les médecins des conseils généraux aujourd'hui. Hein. Les médecins, les pédiatres, etc. Il y a des consultations de prévention, des consultations pour les jeunes, des consultations voilà, à tous les niveaux. Après, on peut rentrer dans la philosophie et faire le tri dans l'aide sociale et à qui est attribuée l'aide sociale. Ça, c'est une chose. Mais il n'empêche que, moi je vous parle de l'institution à défendre, et nous, au Front National, on sait ce qu'il en est, et
on sait qu'il y aura sûrement quelques éléments comment dirais-je, quelques critères à revoir pour l'accès à ces aides sociales départementales et à ces aides sociales en général. Mais il n'empêche que c'est le cas et qu'il est important qu'elles existent et qu'elles soient mises en œuvre au quotidien. Les conseils généraux, comme je l'ai dit, sont ancrés, ils sont enracinés dans les terroirs, dans les zones rurales, dans les zones de montagne. Hein, on vient de le dire, le conseiller général, c'est pas le même ne serait-ce que dans les Bouches-du-Rhône, il y a quand même un déséquilibre important au niveau territorial, hein, entre Marseille et le reste des Bouches-du-Rhône. Le conseiller général, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une visibilité extraordinaire peut-être sur les cantons marseillais. Par contre, sur les cantons extérieurs, il y a une visibilité. Je vous en parlerai tout à l'heure d'ailleurs. Donc je pense qu'à l'heure de la mondialisation un peu désincarnée, les conseils généraux restent un peu les piliers avec la commune, hein, de cette institution de la nation et de nos institutions, et qu'il est nécessaire de les garder, d'avoir ces élus de proximité par rapport aux élus régionaux qui ont une autre vocation, une autre démarche, ne serait-ce que le mode de scrutin fait que les élus régionaux, j'y ai siégé moi-même, hein, soient beaucoup plus éloignés du citoyen. Alors un élu régional peut aussi travailler dans sa commune et mettre en avant son titre d'élu régional et le travail qu'il y fait, mais ce n'est pas un élu territorial. Malheureusement, c'est comme ça, et malheureusement ou heureusement, puisque ça nous permet d'avoir aussi des élus dans la part de proportionnel qu'il reste, puisque, à mon avis, d'ailleurs, dans la prochaine élection régionale, le mode de scrutin va se retourner contre ceux qui ont voulu mettre un mode de scrutin qui voulait nous empêcher d'arriver ou d'avoir le nombre d'élus, parce qu'avec la prime au gagnant de 25%, je pense que nous aurons des surprises en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et puis région Nord sûrement, et d'autres régions en tout cas. Donc l'État s'est fortement appuyé bien sûr sur les conseils généraux pour mettre en place sa décentralisation, on l'a dit tout à l'heure, et puis pour faire le coup de maître, comment augmenter les impôts, comment doubler les impôts, comment faire un hold-up sur le contribuable sans le dire, parce que c'est ce qui s'est passé. Hein. Regardez vos fiches d'impôts des années 80, si vous les avez toujours, et vous verrez que c'est exact, que c'est ce qui s'est passé. Donc je pense que, j'affirme, je ne suis pas le seul, hein, que la fusion des départements et des régions est une ineptie totale, parce qu'on va pas faire aucune économie. Je pense que ça va augmenter ces inégalités dont on parlait, et qu'il y a quelque chose à revoir, évidemment, dans l'organisation des conseils départementaux. Pas que le mode de scrutin. Il y a un élément sur lequel le législateur, enfin le gouvernement ou ceux qui veulent discuter de cette réforme territoriale nous oublient volontairement peut-être en disant ouais il faut réduire le millefeuille, etc. Il y a un élément qu'il faut, à mon avis, retirer totalement aux conseils généraux, aux conseils départementaux, aux communes et aux régions, c'est la clause générale de compétence. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La clause générale de compétence. Alors elle a été suspendue entre 2010 et 2014, elle a été réintroduite en 2014. La clause générale de compétence, c'est ce qui amène les citoyens à penser qu'il faut éradiquer les conseils généraux, qu'il faut réduire le millefeuille et qu'il existe un millefeuille. Et en réalité, oui. En réalité, il n'existe pas un millefeuille. Il n'existe pas un millefeuille dans l'organisation territoriale et dans l'organisation législative de base. Mais à partir du moment où cette clause générale de compétence, cette clause générale de compétence, elle date de 1871, elle n'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est historique. Ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que les départements et les institutions départementales, comme régionales ou comme communales, peuvent se saisir de tout sujet concernant le bien fondé, concernant l'intérêt du département
de la commune ou de la région concernée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, on arrive à des situations ubuesques où tout le monde fait tout, un peu de tout, et son contraire. Tout le monde s'occupe des compétences dans lesquelles ils sont, certes, mais ils font le reste. Alors, c'est comme ça que, par exemple, moi, quand j'étais élu à la région, il y avait la commission de la santé et des affaires sociales. Ça a à faire une commission de la santé et des affaires sociales au conseil régional, alors que le législateur a donné toute la compétence médicale, santé, etc., affaires sociales au département. Oui, peut-être un observatoire. C'était peut-être le niveau régional pour faire un observatoire, mais pas plus. Après, vous avez ce qu'on appelait les financements croisés, mais pas que dans l'investissement. C'est-à-dire que quand vous êtes une association, aujourd'hui, eh bien, vous allez faire une demande de subvention à la ville, une demande de subvention au département, une demande de subvention à la région. Si vous êtes une association professionnelle avec un grand projet professionnel, vous allez aussi faire une demande de subvention par l'intermédiaire de la région, parce que c'est eux qui s'en occupent, pour bénéficier des subventions européennes, les fonds FEDER, hein, mais le relais naturel de ces demandes de subvention, c'est la région, ce qui est tout à fait normal par ailleurs. Bon, etc., etc. Plus vous allez voir votre député parce qu'il a un fonds particulier où il peut verser quelque chose, hein, il fonds parlementaire, le sénateur du coin, on en a un, il n'est pas là, mais il sera, je sais où il est, mais pourquoi pas. Donc tout ça fait que c'est bien gentil, tout ça, mais effectivement, là vraiment, on a le sentiment que tout se croise et que tout se mélange. Et alors, bien sûr, le contribuable, quand il prend sa feuille d'impôt, qu'il observe les colonnes qui ne cessent d'augmenter tous les ans, et les bases imposables qui sont revues par le Trésor public qui augmentent tous les ans, et donc les taux, même s'ils n'augmentent pas, l'impôt augmente naturellement, hein, évidemment, eh bien, il en a un peu marre de voir que sa participation dans les impôts locaux participe à des financements croisés, sans parler des détournements de subventions. Hein, vous savez de quoi je parle ici, avec Madame Andrieux, etc., qui a su détourner ou acheter pour 700 000 € de voix, hein, une paille, hein, une rigolade, n'est-ce pas? Donc tout ça fait que, effectivement, ça amène à penser, dans l'esprit, ça donne le résultat, effectivement, qui est celui des 55% de Français qui disent « ouais, il y en a marre, le département, si on n'a qu'une région, ça va faire des économies ». Ça ne va rien faire du tout comme économie, parce que, de toutes les manières, tout ce dont on a parlé, la famille, la petite enfance, les personnes âgées, l'insertion sociale, la prévention, la santé, l'éducation, l'aménagement, le transport urbain, le transport scolaire, l'activité touristique, service départemental d'incendie, développement local, etc. Il faudra quand même le faire, d'une manière ou d'une autre, que ce soit les uns ou que ce soit les autres. Et moi, je préfère franchement que ce soit fait par des élus. Espérons que nous soyons nombreux, hein, le 29 mars au soir, par des élus locaux. Et là, je vais vous en parler après, plutôt que par des élus. J'ai rien contre mes collègues, puisque j'ai moi-même siégé à la région, mais vous voyez, bon, voilà, vous allez avoir déjà rien qu'en région PACA, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous avez des élus de Menton qui vont décider de savoir ce qu'on fait à Saint-Rémy, à Château-Renard, à Salon, à Marseille, ou des élus de Briançon qui vont me dire ce qu'il faut qu'on fasse à La Ciotat, au Peña, voilà. C'est pas sérieux, ça. Alors, sur des grands projets structurants dans lesquels la région a sa compétence, que ce soit la formation professionnelle, que ce soit le développement économique dans sa globalité, que ce soit les lycées, hein, parenthèse d'ailleurs, quand les conseils régionaux et généraux et les communes ont pris le parc d'écoles, de collèges et de lycées entre les mains, la moitié du parc était pourri. L'État avait laissé, vous savez, ces vieux lycées qu'on a tous connus, qui dataient presque de Napoléon, hein, je ne plaisante pas, qui étaient dans un état pas possible au niveau. Alors évidemment, il faut de l'argent, et à un moment donné, il n'y a pas de miracle, et il y a eu cette augmentation d'impôts qui a fait que quand même, ça a été aussi investi dans des lycées professionnels, etc.
Donc, tout cela, il va falloir le faire d'une manière ou d'une autre. Et donc, moi, je crois profondément que plus on va éloigner le citoyen de l'élu, et particulièrement de l'élu de cantonal, hein, puisque ça s'appellera le conseil départemental, mais le canton s'appelle toujours le canton, hein, d'accord? Plus on va l'éloigner de l'élu, ou du binôme d'élu cantonal pour chaque canton, qui connaît le village, l'association, le coin, etc., plus on aura des possibilités de gaspillage. Parce que, vous savez, quand vous recevez des tonnes de documents au département ou à la région, hein, ça passe vite comme ça. Oh oui, mais ça c'est pas en plénière, c'est en commission permanente. Commission permanente, c'est ce qu'on appelait dans l'ancien temps le bureau, c'est-à-dire c'est un nombre d'élus réduit, et puis on passe les trucs, parce que ça a été vu en commission, où il n'y a pas de vote préalable, et tout le monde s'est déterminé sur tel et tel dossier, et ça passe en commission permanente, ça passe à une allure vertigineuse, mais à chaque fois c'est des milliers, des dizaines, des centaines et des millions d'euros, c'est notre argent, là, voilà. Donc je ne suis pas persuadé que ce soit une amélioration, enfin moi je suis convaincu que non, en tout cas. Je suis convaincu que non. Et puis en plus c'est notre histoire, c'est nos traditions, les conseils départementaux. Ça n'a rien à voir, la France n'a rien à voir avec un État fédéral, je suis désolé, j'ai rien contre l'organisation fédérale, hein, lorsqu'elle est de la Confédération suisse, hein, c'est une organisation fédérale, chapeau, bravo, hein, je veux dire, ils ont des leçons de démocratie à nous donner. Donc, oui au département, oui à la région normale avec ses compétences, à la commune avec ses compétences, mais sans la clause générale de compétences. Et ça, c'est important. Je pense que si vous êtes, certains d'entre vous sont candidats à l'élection cantonale, à l'élection départementale, c'est important de le dire. On va vous dire, oui, mais de toute façon, vous allez disparaître en 2020. D'abord, c'est pas sûr, on n'en sait rien, puisqu'ils ne savent pas eux-mêmes. Hein. À 3 mois du scrutin, on ne connaît pas les transferts de compétences, parce qu'en plus, il doit y avoir des transferts de compétences, d'ores et déjà, des départements aux régions. Mais on n'en sait rien, on ne les connaît pas. On est bientôt à 3 mois du premier tour du scrutin, quoi. Il y a de quoi halluciner, 3 mois et demi en tout cas. Et dites-leur à nos compatriotes que vous verrez dans les villes, dans les villages et dans les cantons ici à Marseille, donnez-leur les éléments en disant mais tu sais, le conseil général, tu l'utilises tous les jours tu l'utilises pour ça, et tu crois que ça sera mieux si c'est un élu qu'on ne connaît pas, qui va s'occuper de ça. Alors autant que ce soit nous les élus, de préférence évidemment, et autant qu'on mette en place d'autres critères pour l'aide sociale et sanitaire en particulier, ou pour les associations, hein, parce que bon, là aussi le clientélisme est facile, mais on l'empêchera jamais, mais on pourra le réduire si en tout cas on est vigilant, parce qu'on a des élus dans les départements, et surtout si on est majoritaire, alors ben, on fera avec la loi, attention, hein. Faut pas refaire le coup des moments difficiles de la ville de Vitrolles, hein, vouloir appliquer des mesures qui ne sont pas nationales au niveau local, où on se retrouve devant un juge. On se retrouve en tôle, je veux dire. La préférence nationale, on sait qu'il faut la mettre en place. La priorité nationale, allez, on va arrondir les mots, on va arrondir les angles, mais là on est entre nous ce soir, hein, on est en famille. Hein. La préférence nationale, il faut la mettre en place, mais aujourd'hui on ne peut pas la mettre en place. N'importe qui, dans un département, une commune, une région, met en place la préférence nationale ouvertement, comme ça a été le cas de Catherine Maigret à l'époque, avec un critère en disant il faut être électeur, pour être électeur il faut être français ou européen, hein. Bon c'était clair, hein, voilà. Donc c'était net. Ils se sont fait allumer, pour parler clairement. Je veux dire, il faut d'abord prendre le pouvoir, mais pour prendre le pouvoir, il faut d'abord faire les élections locales, parce que, je vais en dire un mot là-dessus, une parenthèse, notre présidente, l'autre soir, qui ne cesse d'être agressée, surtout quand elle est face à Pauline de Malherbe, hein, sur BFM, où ça se passe mieux quand elle est sur LCP, hein, c'est à un autre niveau. Hein. Elle rappelle que nous n'avons que 5,5 millions de recettes de fonctionnement, enfin, dues des subventions d'État qui viennent des élections législatives, que les autres ont 20 ou 30 millions. Niet.
les autres ils ont 20 et 30 millions. Et ils ont toute l'aide indirecte de leur situation de dirigeants, de conseils généraux, de conseils régionaux, de communes. Ils ont les moyens de communication, les collaborateurs de cabinet, le papier, les stabilos, enfin, j'exagère, mais c'est énorme. Quand vous avez un collaborateur de cabinet dans un département, parce qu'on parle du département, on va pas rentrer dans le détail d'une autre, parce que c'est un roman, hein, ici dans les Bouches-du-Rhône. Quand vous avez des collaborateurs de cabinet dans des départements ou dans des communes au moment d'une élection ou tout au long de l'année, est-ce que quelqu'un va vérifier de savoir s'il travaille pour l'institution ou s'il travaille pour la réélection de son président ou de son élu? Personne. Tout cela, nous ne les avons pas. Les gens payés avec niveau cadre A à 3 000 ou 3 500 euros par mois à faire de la politique pour faire réélire. Donc c'est pas 20 millions de l'UMP et 30 millions du PS que nous avons. C'est 20 millions de l'UMP avec l'ensemble de ses conseils généraux, de ses collaborateurs dans les communes, etc., et tous les moyens y afférents, ainsi que le PS. C'est-à-dire que, on peut le dire, on est entre nous, on est des nains au niveau. Je veux dire, on a un électorat balèze. Il va falloir qu'on améliore notre encadrement, c'est certain, mais vous vous rendez compte qu'on fait 25% avec même pas une fronde, quoi. On n'a même pas un tire-boulette à côté de l'armée que nous avons en face de nous. Et le mode de scrutin contre nous. Donc je reviens, parenthèse fermée, mais c'est important. Dites-le ça, dites-le autour de vous, dites-le, oui, mais vous, non, mais nous on n'a pas les moyens des institutions. Voilà, de temps en temps on arrive à en avoir parce qu'on a des groupes, alors on a un peu d'aide dans des groupes, mais c'est peanuts, c'est une plaisanterie par rapport aux moyens gigantesques. Je ne vous parle pas des valoches de billets, etc., qui arrivent de la Libye, de je ne sais pas où et d'ailleurs. Bon, vous voyez de qui je veux parler à peu près. Donc, la clause de compétence, la clause générale de compétence, c'est très important. Je dirais que c'est peut-être l'élément le plus important de la soirée. Si vous voulez défendre le département, si vous voulez défendre l'institution départementale, il faut dire oui, vous avez raison. Il y en a marre que les uns les autres, que les institutions fassent la même chose, le même jour, la même heure, payent des trucs, on paye trop de trucs. Vous avez raison. Si demain, il n'y a plus la clause générale de compétence, chacun restera dans sa compétence et chacun fera ce qu'il a à faire et le fera bien. C'est peut-être l'élément le plus important de la conférence ce soir, au-delà de tout ce que vous allez réingurgiter après dans les compétences des conseils généraux départementaux. C'est important. L'élection va se faire, l'élection va être politique, on est d'accord. Mais ça ne fait rien. Vous allez vous retrouver devant des journalistes locaux, devant la presse locale, vous allez vous retrouver devant des sortants qui vont dire mais qu'est-ce que c'est ces rigolos là, Front National, on s'en fout, une chèvre habillée avec la flamme, elle fait des voix. Attends, on l'a entendu ça. Mais il va falloir dire le contraire. Il va dire monsieur, attendez, on va parler de la politique du RSA, de la politique de mise en œuvre de tel et tel truc sur les affaires sociales, sanitaires et tout. Il faut que vous en sachiez un minimum. Même, ne dégoupillez pas, hein, ne sortez pas le truc vous-même parce que vous serez moins bon que les sortants. Vous serez moins bon que... Ça, c'est clair. Là, si vous entraînent, comme dans certaines élections communales, certains se sont laissés entraîner sur des aspects purement, sur le PLU, sur le budget, sur des aspects urbanistiques et tout, ils étaient nécessairement moins bons, parce qu'on est un élu, on devient un élu quand on est élu. Et on voit l'immensité du problème et des problèmes lorsqu'on est dedans. Quand on rentre dans les fiches techniques, c'est pas le cas aujourd'hui. L'élection va être politique, on le sait que nos compatriotes vont voter parce qu'il y aura des candidats qui auront le bulletin bleu marine, ce sera le même qu'au municipal, hein, je pense, avec un côté RBM, l'autre côté la flamme, etc., et qui vont le prendre. Que nous, on aura fait de campagne, on sera allé les voir, on leur a dit, mais non seulement on se bat pour aujourd'hui, mais on se bat parce qu'il faut qu'on le défende, ce conseil général ou ce conseil départemental, pas que celui des Bouches-du-Rhône, l'ensemble des conseils départementaux, pour les raisons dont je viens de parler, et vous développez à ce moment-là.
Vous pouvez rentrer dans le développement comme ça, je vous conseille, hein, mais ne rentrez pas dans l'aspect purement technique, parce que au niveau média ou au niveau d'un débat, si par hasard, ils ont le courage de débattre. Moi j'en ai demandé, ça fait des années que je demande des débats, radio, local et tout, j'attends encore. J'ai jamais personne qui veut débattre, mais débattre, un vrai débat, pas un truc à la noix, pas un truc à l'américaine, où il y en a un qui répond, l'autre qui répond à un truc, l'autre qui répond... Non, ça m'intéresse pas. Un débat où on s'engueule, un débat où on dit mais vous êtes un menteur, je vais vous expliquer pourquoi, avec de la répartie, comme aux grosses têtes, un vrai débat. Donc voilà, c'est mon avis. Donc vous pouvez aussi prendre mes coordonnées, hein, vous pouvez m'appeler quand vous voulez, je peux vous donner quelques informations. Voilà, d'ailleurs je l'ai mis sur le document que vous aurez, moi je l'ai mis en gros là, voilà, je l'ai mis en stabilo, énorme. Donc voilà, voilà les grandes lignes de ce que je voulais vous dire, ce soir. Pour revenir aux propos liminaires, le Front National, Marine Le Pen, nous-mêmes, nous allons défendre la commune, le département et la nation, le triptyque que nous défendons vis-à-vis par rapport à l'intercom ou la métropole, la région gigantesque qui n'existe pas et qui était non personnalisée, et bien sûr l'Europe, Bruxelles, enfin ce gloubi-boulga, hein, comme dirait Casimir, d'institution qui n'a rien de démocratique et qui est très très éloigné du citoyen. Voilà, je vous remercie et j'attends vos questions, avec impatience. Alors avant les questions, je vais juste rajouter quelque chose j'allais dire hors conférence un peu didactique. Le conseiller général, le conseiller général ou la conseillère générale, c'est le type ou la bonne femme qu'on connaît. C'est qu'on connaît, et si on ne le connaît pas au début, eh bien on le connaît après. Moi j'ai été élu le 3 décembre 89, du haut de mes 32 ans et demi, là j'étais un jeune élu. J'ai rejoint notre ami Jean Roussel, qui avait été élu à l'élection générale en mars 88. Et moi j'ai été élu sur l'élection partielle à Salon-de-Provence en décembre 88. Notre président Jean-Marie Le Pen était venu entre les deux tours. Et on avait fait, voilà, personne n'avait donné un centime de franc à l'époque sur mon élection, pas plus moi d'ailleurs, en l'occurrence. Et je me retrouve en tête du premier tour, et je me retrouve à gagner l'élection sur un canton qui était un très grand canton à l'époque, qui est l'actuel canton de Salon et l'actuel canton de Pélissane, qui fait Salon-Vintarin, un énorme canton, un peu comme ceux qu'on a redécoupés aujourd'hui. Et puis, c'est la ville de Salon et celle de Lançon, avec le score qu'elles ont fait, qui font qu'on a gagné l'élection. On a fait plus de 54,5% à Salon, et on gagne l'élection avec 50,80, entre parenthèses, d'ailleurs je ne cesse de le dire, entre 49,20 qui est un bon score et 50,80, il y en a un qui a perdu, l'autre qui a gagné. Voilà. Et les efforts d'une campagne sont inversement proportionnels au résultat, c'est-à-dire que 95% de l'effort c'est pour les 3% qu'on va faire ou les 2%. Le reste, il va se faire d'une manière ou d'une autre. Fermez la parenthèse. Le conseiller général, conseiller départemental, ça devient notable. Même le conseiller général Front National. Ah, ça n'a pas été simple, hein, avec le maire de Salon à l'époque qui ne me parlait pas, qui ne me touchait pas la main, et je ne recevais pas les invitations. Je m'invitais dans la presse, et je me pointais, je me mettais à côté. En général, je me mettais là, je mettais ma tronche là, je me mettais à côté de lui, il devenait fou, ça le rendait fou. Et j'ai fait ça par contre, toutes les associations sportives, associations culturelles, associations patriotiques. Alors c'est du boulot, hein, c'est du boulot de représentation aussi, hein, parce que c'est quand vous avez 2 assemblées générales le matin avec les médaillés militaires, l'UNC, AFN, que vous allez à 14 h sur le stade avec les petits benjamins du foot, machin,
et qu'à 17 h vous retournez filer des coupes et des médailles à l'escrime, votre dimanche n'existe pas, parce qu'en plus vous travaillez, ce qui est mon cas, hein, c'est pas des mandats à temps plein, enfin c'est des mandats à temps plein, mais vous alternez avec votre métier. Et par contre, au bout de 5 ans, puisque moi j'ai pris un mandat en cours, hein, j'ai été élu sur l'élection partielle, vous connaissez tout le monde, vous tutoyez tout le monde, enfin ça c'est ma façon de faire, mais vous connaissez tout le monde vous connaît. Et tout le monde a oublié que vous étiez le vilain petit canard de la veille, hein, vous étiez le méchant Front National, c'était en 89, hein, je vous parle, hein, ça s'est calmé, un peu calmé aujourd'hui, hein, parce qu'on a connu tous des campagnes plus difficiles que celles d'aujourd'hui, hein, je vois mon ami Pascal là-bas, Pascal Munier, qui peut nous le dire hein, aussi. On a connu des campagnes plus compliquées qu'aujourd'hui. Mais vraiment, le conseiller général, le conseiller départemental demain, c'est un notable, ça devient un notable. Et et c'est la fonction, c'est le mode d'élection qui veut ça. Ce que n'est pas le conseiller régional. Je vous l'ai dit, parce que c'est bien pour nous parce qu'on fait des élus, on fait, entre guillemets, excusez-moi de ce terme un peu trivial, c'est bien pour nous parce qu'on va avoir des élus à la proportionnelle sur les 75%, voire gagner. Alors là, si on gagne cette région, ben là, on va rentrer à 75 ou à 80, puisqu'on aura la prime majoritaire. Mais on aura toujours des élus désincarnés de territoire. Là, lorsque nous allons, Maximilien, Open Mirabeau, Alexis, sur le canton de Paysanne, moi-même, d'autres, lorsqu'on va gagner ces élections départementales, on sera les seuls élus. Il n'y en aura pas d'autres. Enfin, il y aura notre co-candidate, il y aura nos 2 suppléants, hommes-femmes, mais il y aura nous, il y aura le Front National qui aura gagné, il n'y aura personne d'autre. Tandis que là, sur des élus régionaux, ben, dans la ville, vous pouvez en avoir 3 par hasard, hein, et ça peut arriver, hein, vous soyez un du Front, un du PS, un de l'UMP, vous êtes dans la même ville, ou grosso modo sur la même zone géographique, le même canton. Comment vous voulez vous prévaloir de telle ou telle action, vous plutôt qu'un autre? Tandis que quand, je vous le dis comme ça, il n'y a personne, quand vous êtes l'élu du canton, tout ce qui se passe sur le canton, nécessairement vous y êtes pour quelque chose, même si vous n'y êtes pas toujours pour quelque chose. Après, il faut mettre en place un secrétariat. Alors bon, les mauvaises langues dans la salle appellent ça du clientélisme. Mais c'est vrai que les autres, ils n'en font pas, hein, de clientélisme. Jamais, hein, jamais. Hein. Donc, moi, j'avais mis en place un système où, effectivement, en ratissant tout ce qui se passait sur le canton de Salon, eh bien, associations, institutions, etc., personnes physiques, quelquefois, hein, pour l'aide au transport, etc., eh bien, j'y étais pour quelque chose. Ils recevaient un courrier personnalisé, et un courrier de ma part, etc., etc. Et au fur et à mesure, au départ, ça a été un peu difficile, la première année, hein. J'avais les présidents d'associations, mais les présidents d'associations, je leur demandais la composition de leur bureau. Donc, 2 semaines après, j'ai envoyé un courrier en disant il y a 2 semaines, j'ai envoyé tel courrier à votre président, etc., etc. Bon, c'était du clientélisme gentil, hein, on n'avait pas de moyens pour faire du clientélisme, mais c'était du clientélisme de secrétariat, j'allais dire. Et ça amène une sacrée notoriété, ce qui fait qu'à la fin du mandat, malheureusement, je perds seul contre le monde entier, hein, 49-35 contre le RPR, l'UDF, le PS, le PC, les Verts, enfin tout le monde, au 2e tour hein, de l'élection cantonale de 94. Et on a fait autre chose. J'ai été élu quelques années après à la région, et entre 94 et 95, j'ai fait ma première liste municipale à Salon, où on a fait 35% sur une triangulaire, et l'aventure est partie. Enfin, on ne s'est jamais arrêté, comme vous, la plupart d'entre vous. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que vraiment, prenez ce mandat, si vous l'avez, et je l'espère pour les candidats dans la salle, prenez-le à bras le corps. C'est pas un truc comme ça, et on regarde, on va uniquement à la plénière en commission, et on reste... Prenez-le, il vous appartient, il vous appartiendra, il vous appartient de façon territoriale, de façon charnelle, et là, on va asseoir... C'est vrai, il faut que la politique soit incarnée, donc on va asseoir une notoriété locale, monsieur un tel, madame un tel, c'est vrai, mais on va asseoir la notoriété du Front National,
Et lorsqu'on aura des conseillers généraux qui vont être enracinés là, pendant un an et demi, on va rendre un grand service à notre présidente Marine Le Pen. On peut faire un croc en jambe au Front National quand il fait 15%, mais quand il est donné à 30%, on s'en mêle les pinceaux et c'est celui qui fait le croc en jambe qui tombe et qui se casse les dents. Ce qui fait que pour être au deuxième tour de l'élection départementale, aujourd'hui, il faut que le candidat ait atteint le niveau de 12,5% des électeurs inscrits. D'accord ? 12,5% des électeurs inscrits, si on fait un ratio très mathématique, s'il n'y a que 50% de votants, comme ça a été le cas en 2011, en l'occurrence, eh bien il faut faire 25% des électeurs votants, enfin des suffrages exprimés. Et là, je peux vous assurer qu'il n'y a pas, on ne va pas être nombreux, enfin nous oui, le Front, mais il n'y aura pas beaucoup de candidats qui feront 25% des votants. Alors s'il y a 3 candidats qui font 25%, qui font 12,5%, ben les 3 peuvent se maintenir au deuxième tour. On peut même avoir des quadrangulaires. Tous les candidats qui ont atteint le quota pour se maintenir au deuxième tour peuvent se maintenir au deuxième tour. Il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y en aura pas beaucoup cette fois-ci, à mon avis. On n'aura pas beaucoup de triangulaires. En tout cas, je vous parle de ce que je connais. Dans les Bouches-du-Rhône, on n'aura pas beaucoup de triangulaires avec les scores qu'on fait. Je vous rappelle quand même que la liste de notre président d'honneur, Jean-Marie Le Pen, a fait 33% dans les Bouches-du-Rhône. Que dans certains endroits, moi je connais sur la circonscription, la 8e circonscription qui va de Salon jusqu'à Berre, la moyenne de la circonscription c'est 38,5%. Il y a des scores à Berre à 47%, à Miramas à 48%. Donc attention, on va peut-être pas retrouver ces scores-là parce qu'il y a des sortants. Il y a des sortants qui sont des maires, qui sont des conseillers généraux, qui sont souvent des vice-présidents de communautés d'agglo et tout. Et que là c'est important, ils jouent de leur connaissance, de leur notoriété. Mais je crois profondément que l'élection va être très politique. D'ailleurs, notre campagne sera politique. Si vous y rajoutez un soupçon de connaissance institutionnelle, ça ne sera pas plus mal, et notre campagne sera très politique. Donc, la triangulaire, ou la quadrangulaire, alors, je vais aller plus loin. Il faut 12,5% des électeurs inscrits pour se maintenir. S'il n'y en a qu'un qui atteint 12,5%, le deuxième est repêché obligatoirement. Il n'y a pas de triangulaire, mais il y a un duel obligatoirement. Si personne n'atteint 12,5% parce qu'il n'y a pas eu assez de votants, les 2 premiers sont repêchés. Il y a un deuxième tour. D'accord ? Et il y a quand même nécessairement un deuxième tour avec un duel. Le minimum, c'est qu'il y ait un duel. Voilà. En fait, là, le deuxième tour, c'est au plus fort. Le deuxième tour, c'est au plus fort. Le deuxième tour, voilà, moi qui suis karatéka pendant des années, c'est au finish. L'arbitre ne dit jamais stop. Et il faut que celui qui soit au sol, voilà. D'autres questions sur l'institution, sur la philosophie du pourquoi défendre l'institution départementale? Merci. À propos du triptyque dont vous parliez, c'est-à-dire Marine Le Pen, la nation, le département et la commune. Donc on considère, c'est une technique un peu abstraite, que la nation c'est la centralisation, le département c'est la déconcentration et la commune c'est la décentralisation. Mais les professeurs à l'époque disaient qu'il n'y a pas de bonne décentralisation sans une bonne centralisation. C'est-à-dire que dans le triptyque, quand je pas joué Michel Rocard, qui était pour des grandes régions en 1972, loin de là, mais pour dire justement que c'est peut-être pas, c'est le triptyque qui n'est pas si mauvais que ça, dans la mesure où ça permettra aux communes d'être peut-être plus, d'avoir plus de décentralisation, d'avoir plus de pouvoir. Et je voulais vous demander, justement, parce que je suis un peu vieux maintenant par rapport à mes études, je voulais vous demander, par rapport à la région, puisqu'elle n'est pas dans le triptyque vertical, j'allais dire, quand je dis vertical, c'est pas péjoratif, hein, comment jugez-vous par rapport à cette technique un peu abstraite, cette définition abstraite, comment jugez-vous la région? Est-ce qu'elle est dans la centralisation ou dans la déconcentration par rapport au parallèle nation, département, commune? La région aujourd'hui, elle a un
un ersatz d'autonomie, mais qui n'est pas une autonomie, en fait, comme les départements, puisqu'elle ne fait que voter les taux de l'impôt, mais elle décide de rien en réalité. Hein. La région n'est pas un Länder, comme je le disais. Et cette décentralisation a voulu créer ces institutions différentes. Marine Le Pen parlait l'autre jour, et je suis assez d'accord avec elle, elle disait que les régions devaient être les intercommunalités des départements, en fait. C'est-à-dire que, en fait, la région, on devrait être des élus de canton, tout en étant, pour reprendre l'ancien projet de l'époque de Sarkozy, qui voulait faire fusionner les départements et les régions. Marine Le Pen le dit, mais elle le dit dans l'autre sens, c'est-à-dire que les conseillers généraux, les conseillers qu'on pourrait appeler territoriaux, seraient aussi des conseillers généraux de région, mais sur des affaires, c'est-à-dire qu'il y aurait, là on ferait des vraies économies, là pour le coup, il y aurait une, comment dirais-je, une espèce une interdépartementalisation sur des sujets qui concernent la région en l'occurrence, et les conseillers départementaux seraient en même temps des conseillers entre guillemets régionaux, comme les conseillers municipaux sont des conseillers communautaires et s'occupent des affaires communautaires. Ça serait un peu la même idée, des affaires transversales, comment dirais-je, des investissements ou des grosses opérations qui iraient largement au-delà des départements, et ça permettrait d'avoir une autre forme institutionnelle. Et d'ailleurs, elle est favorable pour la réforme territoriale, les réformes territoriales dans son ensemble, à la mise en œuvre, quand elle sera présidente de la République, ce que nous espérons tous ici dans cette salle, de revoir, si ce n'est pas fait, mais de revoir l'organisation territoriale par le biais d'un référendum, et non pas uniquement par la discussion parlementaire, etc. Donc voilà, répondre un petit peu aujourd'hui, et je dirais, je reprendrai cette histoire de clause générale de compétences. Ce qui a tué cette forme de décentralisation et de déconcentration, puisque ce sont les services de l'État qui sont déconcentrés, parce qu'on a oublié de dire qu'en même temps qu'on transférait certaines compétences aux départements, aux régions, aux communes, on ne vidait pas les services de l'État non plus. C'est-à-dire qu'il y avait des doublons. Quand il a été mis en place, je fais un peu ancien combattant, mais ce que je veux dire, à mon époque, quand j'étais légèrement plus jeune, quand je suis arrivé au Conseil général, il y avait ce qu'on appelait la DIS, maintenant c'est la DGS, la Direction générale des affaires sociales et sanitaires. La Direction des interventions sociales et sanitaires, la DIS, il y avait les interventions sociales et sanitaires des conseils généraux, mais il y avait toujours la DAS, les services de l'État. Et il y avait toujours ce doublon, personne n'y comprenait rien. On y comprend un peu plus aujourd'hui, parce qu'au fur et à mesure, d'abord les fonctionnaires d'État ont subi le baby-boom, ils sont partis à la retraite, etc., etc. Il y a eu des transferts ils sont passés de fonctionnaires d'État à fonctionnaires territoriaux. Mais au départ, plus personne n'y comprenait rien. Quand on parle des conseils généraux, on parle par exemple des tuteurs, de l'adoption. Je vous rappelle que le tuteur de tous les enfants qui sont adoptables, c'est le président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Bon, c'est pas un exemple comme père, d'accord, mais bon. Mais bon, sérieusement, quoi. Ou alors pour gagner des élections en bourrant les urnes. Mais voilà le problème, voilà le grand problème, c'est-à-dire qu'à chaque fois, comme on veut fâcher personne, comme on veut tout faire mais en son contraire en même temps, on fait des demi-réformes, on ne fait pas de réformes, ou on fait des réformes qui ne vont pas dans le bon sens, ou on les fait au contraire au hachoir avec l'histoire des nouvelles régions, et les gens vont se retrouver perdus, et moi je vous aide. Sans compter que derrière tout ça, il y a des milliers, des dizaines de milliers de fonctionnaires territoriaux qui vont être transférés. Leur vie va avoir des... Je veux dire, ça va être problématique. Il va y avoir des interventions, à juste titre d'ailleurs, des
des syndicats, des fonctions publiques territoriales, etc., etc. Ça va être, excusez-moi d'être grossier 30 secondes, ça va être un bordel innommable. La France va être totalement désorganisée en termes d'institutions locales pendant des années, je vous le dis. En un mot, ils perturbent pour montrer qu'ils font quelque chose. Voilà, ils font de l'enfumage, j'ai d'autres termes, mais ils sont plus trop grossiers, donc je ne dirai pas ceci. Mais ça parle de mouches et ça parle de... Vous avez dit tout à l'heure que les conseillers généraux étaient des notables. Non, ils devenaient... Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est parce que je veux dire que le mandat de conseiller général notabilise dans l'esprit, c'est-à-dire que on arrive, vous arrivez, conseiller général du Front National, les gens entendent le bruit des bottes et les heures les plus sombres de notre histoire, et vous repartez 5 ans après, tout le monde vous fait la bise. Parce que vous êtes devenu le conseiller général. Et demain, les conseillers généraux du canton, puisqu'on va avoir un binôme, et il faudra que le couple formé pour l'occasion, pacsé pour l'occasion, s'entende bien et que chacun fasse bien son boulot, parce que ça notabilise dans le sens où ça... on lâche rien sur nos idées, mais enfin, on nous voit comme nous sommes, c'est-à-dire normaux. Voilà. Ça a l'air stupide ce que je viens de dire, mais on ne voit pas arriver, voilà, tout de suite des méchants, fachos, etc. On voit des gens qui sont plutôt humanistes, qui s'occupent, qui ont souvent, ce que nous sommes, une ouverture d'esprit beaucoup plus large que les autres, qui sont, la plupart du temps, on n'est pas sectaires, les autres le sont à notre rencontre, et le jour où vous arrivez, on vous fait la gueule un peu comme ça, et puis au bout de X temps, parce que le travail en commission, parce que le terrain sur votre canton, etc., fait que les présidents d'associations, les maires des communes et tout commencent à vous apprécier d'une manière ou d'une autre. Moi, quand j'étais élu, le canton sur lequel j'étais élu, il y avait la Phare-les-Oliviers. J'ai pris 10 kilos à mon mandat. J'étais invité tout le temps. Voilà, j'étais invité l'après-midi des personnes âgées, le spectacle. Il y a un énorme grand personnage national qui était le professeur Louis Le Prince-Ringuet, qui était parrain il y a la salle Louis Le Prince-Ringuet, et donc j'ai passé une soirée avec lui, extraordinaire ce type. Et une grande soirée de spectacle et tout. À la Phare, j'étais tout le temps invité, tout le temps, mais tout le temps. C'était un super. Alors, c'est l'heure de déjeuner, vous commencez à avoir faim, prenez un truc et tout. Puis 5 ans après, vous avez pris 10 kilos. Bon. Depuis, je les ai perdus, par ailleurs. Mais, j'ai pris des années, mais j'ai perdu des kilos. Mais je peux vous assurer que c'est. Quand vous êtes. Là, ce soir, je parle plutôt debout tout le temps. Hein. J'ai l'habitude, je crois que c'est plus correct d'abord, parce qu'on m'entend mieux. Je parle. Mais quand vous êtes. Vous voyez, vous connaissez ça, les assemblées générales, alors il y a le député, le machin, alors il faut dire le petit mot, il est 9h30 dimanche matin, vous avez les yeux là, vous avez fait la brème en plus. Alors, monsieur le président, cher Manel, etc. Bon, bien sûr, tout ce qu'ils font, a priori, surtout si c'est des associations patriotiques et tout, c'est bien la mémoire, le machin, nos anciens, les couleurs. Voilà. Et ça notabilise. Alors après, on est ou on n'est pas un notable, je ne sais pas ce que c'est, hein, si on l'est ou si on ne l'est pas à la base, mais il ne faut pas perdre de vue d'où on vient, qui nous sommes. On est élus par le peuple, souvent par les milieux populaires, mais les gens des milieux populaires, bon ce soir je suis sans cravate, mais ils aiment bien que leur élu soit avec une cravate. Hein. Voilà, ils aiment bien que leur élu soit dans la tenue d'un élu. Voilà, ça les rassure, ça les conforte. Ils n'ont pas élu un demi-pi, voilà, ils ont élu un type ou une bonne femme qui soit correcte et qui soit présentable. Et c'est ça que je voulais dire en parlant de notabilisation. Voilà. Oui, monsieur. J'aimerais avoir votre point de vue, monsieur Adam, sur le jugement qui a blanchi le parrain président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, M. Guérini. On sait que le parquet a fait appel. J'étais content de lire cette bonne nouvelle aujourd'hui. Alors pensez-vous, M. Adam, qu'en cours d'appel, cette fois-ci,
ce cher parrain sera condamné et aura une condamnation. Parce qu'on sait, monsieur Adam, et je le sais moi d'une personnalité, que le juge Duchesne dans les deux autres affaires a fait un travail considérable. Voilà. Alors maintenant, les deux autres affaires, elles ne sont pas là. J'ai vu dans la presse que les dossiers ne sont pas encore bouclés. C'est long, 5 ans d'instruction. Mais d'après cette personne que je côté, elle m'a dit, ça ne vient pas du juge Duchesne, il fait tout ça. Alors, que pensez-vous de cette décision de cette jeune magistrate qui a blanchi M. Sio et M. Guérini? Bon, j'ai pas vraiment la réponse, mais c'est vrai que vous dites si c'est le parrain, et pour un tuteur des enfants des Bouches-du-Rhône, d'être le parrain, c'est naturel. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que M. Guérini, du haut du 9e étage, parce que je le connais, moi, parenthèse, moi je n'ai pas siégé au paquebot bleu là-bas, hein. J'ai siégé à la préfecture avec mon ami Jean Roussel. Je vous raconterai une anecdote d'ailleurs, c'est pour histoire de vous faire rire un petit peu. Donc c'est le bureau, il est immense, c'est-à-dire il y a avec un coin canapé, etc. Puis il y a un duplex, il y a un appartement, il y a un duplex. Alors vous passez, il y a un escalier en communication, il y a un appartement en dessous. Moi je suis allé là-bas parce que j'avais rencontré le président Végan. Moi j'ai siégé avec Lucien Végan. Hein. Jean-Noël Guérini était rapporteur du budget. Oui, il était déjà dans les finances. Hein. Bon. Et très honnêtement, je pense que M. Guérini doit avoir un coffre quelque part où il doit avoir beaucoup de dossiers sur beaucoup de monde. Voilà ce que je peux dire comme type de réponse. Alors, juste une anecdote. Vous vous rappelez, 89, c'était quand même une drôle de période, une drôle d'ambiance. Chute du mur de Berlin, quelque temps avant. Affaire de la révolution roumaine, l'affaire de Timișoara, c'est-à-dire le coup monté, l'espèce de magouille où c'était des cadavres qui avaient été déterrés, mais en fait c'était pas vrai, etc. L'exécution très rapide de Ceausescu, l'assassinat, hein, c'était un sale type, on est d'accord, mais ils l'ont vite fait taire, hein, lui et sa femme. Et moi j'arrive au Conseil général, en séance plénière, le 7 janvier, et on nous dit, il faut voter a posteriori une aide à la Roumanie. On a envoyé des camions, on parle en francs, donc pour l'équivalent de 500 000 francs, etc., etc. Lucien Végan venait d'être élu parce que le président précédent, Louis Philibert, hein, avait démissionné dès mon arrivée, parce que mon arrivée avait fait déstabiliser la majorité relative du Conseil général, et les socialistes avaient été obligés de s'associer un peu plus avec les communistes. Et Philibert, il ne voulait pas diriger avec les communistes. Donc, il a démissionné. Il était toujours conseiller général, par ailleurs. Et Végan nous propose cette délibération. Moi, j'arrivais, j'avais Jean Roussel à côté de moi, là, et je tape comme ça, je lui dis, mais Jean, on va un peu mettre l'ambiance quand même. Je lève la main, je dis, Monsieur le Président, puisque nous parlons d'un sujet concernant les pays de l'Est, des pays communistes, des pays totalitaires, je souhaiterais, avec mon collègue Roussel, que nous observions 1 ou 2 minutes de silence pour les 150 millions de morts de ce régime totalitaire, etc. J'ai pas fini les phrases. Il y a un bordel, les communistes d'un côté, les socialistes. Bernardini, qui était là, qui siégeait déjà, il était déjà bien enrobé à l'époque. Pareil. Nous avons réussi avec Jean Roussel à faire sortir le groupe communiste, qui est sorti en nous traitant de fascistes, de nazis, de tout ce qu'on voulait. Le lendemain, il y avait un placard comme ça dans la presse, nous avions réussi mon arrivée. Voilà. Tout à l'heure, vous parliez de la formation des élus au Front National. Vous êtes un élu de terrain qui a progressé au fur et à mesure. Comment vous pourriez définir un élu Front National par rapport aux autres, pour ceux qui vont l'être demain? Alors,
certains d'entre vous, je pense, sont déjà élus dans des communes. Ouais, vous êtes élus municipaux. Bon, moi, je suis arrivé, j'étais élu de rien du tout. Et je suis arrivé directement, j'ai passé la case, je n'ai pas passé par, comme dans le Monopoly, je n'ai pas passé par la case départ. Et donc, je n'ai pas touché les 20 000 francs, d'ailleurs. Et je me suis retrouvé au conseil général directement. Donc, c'était du jour au lendemain assez impressionnant, parce que du jour au lendemain, quand même, malgré tout ce qui est institution vous respecte. Et il y en a une, par exemple, à Salon-de-Provence, qui est particulière, hein, qui s'appelle la base aérienne et l'école de l'air, qui est donc la base et le soutien des écoles de l'air, puisque c'est les écoles de l'air. Maintenant, il y a des organismes de recherche avec l'ONERA, etc. Et quand vous êtes reçu tout jeune, parce qu'à l'époque, c'était pas la mode, hein, les jeunes conseillers généraux. Hein. Il y en avait un qui était plus jeune que moi, c'est Dominique Tian, qui était un type sympathique, pareil. Et tous les autres étaient des maires, des députés, des types qui avaient 20 ans, 30 ans de maison, etc. Et qui ne comprenaient pas plus que ça à lire un budget, entre nous soit dit. Ils n'avaient rien à foutre. Comme beaucoup encore aujourd'hui, hein, entre nous soit dit, hein, ils en avaient pourvu qu'on leur file leurs indemnités et qu'on donne les subventions aux associations, le reste, ça ne les intéresse pas. Et donc, à cette époque, c'est vrai que c'était assez rare, mais les institutions vous respectent. C'est ce que je disais tout à l'heure, au niveau de la notabilisation, on vous notabilise. Et d'ailleurs, en l'occurrence, quand on perd son mandat de conseiller général, on ne peut pas totalement vous insulter le lendemain quand pendant 5 ans on vous a appelé monsieur le conseiller général. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une personnalité, le conseiller général. On invite le député, le conseiller général, le maire, tout le temps. C'est comme ça, c'est ancré dans notre structure institutionnelle. Alors, aujourd'hui, comment on aborde les choses? Eh bien, je pense par le travail. Alors, déjà ne pas avoir peur d'affirmer dans les institutions ce que nous sommes, mais on peut le... Moi, c'est ma façon de faire. Hein. J'essaie de donner un peu aussi d'humour. Hier soir, on avait un conseil municipal à Salon, il a duré 4 heures. Hein. On est à Salon, hein, 43 000 habitants, hein, 4 heures, ça t'es mort. Moi, j'étais fatigué. À un moment donné, bon, j'ai fait rire la salle, parce que bon, dans les interventions, il faut le faire. Il faut être sérieux, il faut suivre vraiment les dossiers. Et puis, j'ai suivi après des formations du front importantes. À l'époque, pour les campagnes, les préparations législatives. Quand je vais vous dire ça, je fais vieux briscard, mon Dieu. Les législatives de 93, hein, je me suis présenté sur la 11e circonscription. On est monté faire une formation pour les plus anciens, c'était 8 rue de Clergerie. Je vous parle, c'était une rue privative, le front avait... Et donc, on va suivre une formation pendant un week-end. Et on a en face de nous un journaliste. Le mec, il nous dit vous m'appellerez Philippe, mais c'est ni mon nom ni mon prénom, je ne vous le donne pas, parce que c'était un journaliste de France 3, je sais qui c'est, hein, mais son nom aurait pu sortir comme ça dans la discussion. Il était mort, hein, il était cuit, le mec. Donc il était de nos idées, il est venu nous former. Et le formateur, c'était quelqu'un que nous connaissons tous aujourd'hui, toujours, puisque c'était Jean-François Jalc qui a organisé qui est le type qui bosse, qui est besogneux au Front National, hein, et notre ami secrétaire national aux élections. Et donc on a suivi des formations. Après, on a suivi des formations techniques lorsque nous étions élus pour les communes, etc. C'est pas un sujet, c'est pas un roman de Marc Lévy, le PLU, hein, franchement, dire le soir au coin du feu, il y a mieux qu'à lire le PLU ou que se taper un budget sur la M14, quoi, hein, il y a plus sexy, comme on dit aujourd'hui, franchement. Mais je crois franchement que d'abord, on doit être sérieux, on doit être crédible. Le problème avec les élus, tous les élus, mais avec nous, puisqu'on nous regarde avec des groupes comme ça, et on nous regarde tous les matins, vous voyez ce qu'ils font avec ce pauvre type d'Ayange hier sur France 2, etc., et tous les jours, et le Pontet, et le machin, etc. C'est, oui, rappelez-vous, Vitrolles, Marignane, machin, Toulon, alors qu'on a baissé les impôts à Vitrolles, qu'on a ramené la sécurité, etc. Bon.
On a l'obligation d'être meilleur que les autres. Voilà. On a l'obligation d'être meilleur que les autres. On subit la discrimination comme les femmes l'ont subi pendant longtemps et le subissent encore dans des métiers où elles ont l'obligation d'être meilleures que les hommes alors qu'elles ont les mêmes formations. Ben nous, c'est pareil. Voilà. Et je pense que c'est vraiment la crédibilisation, c'est ce travail, cette présence, être là, présent, répondre. Et on peut très bien avoir une réponse institutionnelle et aussi très politique. On n'est pas obligé de hurler, on n'est pas obligé de vociférer, on n'est pas obligé d'insulter les gens On peut dire la même chose. Vous savez, moi, en 25 ans, j'ai jamais été traîné devant un tribunal. Pourtant, j'en ai dit des trucs sur l'immigration, sur le machin, etc. Il y a des façons de dire les choses. Il y a des mots qui sont, on peut édulcorer, mais on fait passer l'idée. L'important, c'est d'y arriver à un moment donné. Si c'est pour se retrouver devant un tribunal tous les matins et se faire rendre inéligible parce qu'on est frappé d'inéligibilité, c'est pas la peine. Donc voilà, je crois que l'élu Front National, il doit faire en sorte d'être meilleur que les autres. Et beaucoup plus crédible, parce qu'on n'est pas là uniquement pour prendre une indemnité bien souvent ridicule en l'occurrence, et attendre les subventions pour faire du clientélisme, pour attendre d'être réélu. C'est pas notre job. Notre job, c'est de mettre en place la préférence nationale, tout notre programme national pour sauver la France. Mais ça commence aussi par les conseils généraux de sauver la France. Stop. Une dernière question. Merci à vous. Merci beaucoup.